Si jamais tu t'es déjà dit en classe « Ah, j'ai pas le temps de faire tout ça, il faut que je finisse le programme », alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Et au bonus, on va voir comment concilier cette envie qui t'a fait devenir prof, c'est-à-dire de transmettre des choses, de faire évoluer les adolescents avec ces programmes qui sont des fois un peu asséchants. En fait, tout ça, ça passe par l'introduction d'un outil qui s'appelle le curriculum. Je vais commencer par t'expliquer ce que c'est que le curriculum, qu'est-ce que c'est que cet outil et en quoi il est différent du programme. Puis je te prendrai par la main pour t'expliquer comment construire cet outil en 5 étapes, construire ton curriculum étape par étape et je te donne même un document en description pour que tu puisses aller suivre ces 5 étapes pas à pas. On va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est que le programme? Le programme, c'est ce dont le prof doit parler. Donc on n'est pas sur les élèves, on est vraiment sur le prof. Si tu n'es pas convaincu, je te donne 2 arguments. Le premier, c'est que tu trouves ça normal, et tout le monde trouve ça normal, y compris les inspecteurs, qu'à la fin de l'année, tous les élèves ne maîtrisent pas tout le programme. Si le programme, c'était vraiment ce que les élèves devaient maîtriser, et bien quand tu aurais une inspection, l'inspecteur te demanderait les cahiers des élèves et il vérifierait qu'il y a des évaluations sur tous les points du programme et que tous les élèves maîtrisent tous les points. Tu vois bien que ce n'est pas le cas. Et tu vois bien que chaque année, il y a plein d'élèves qui ne maîtrisent pas tout le programme et ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, on voit bien que le programme, ce n'est pas ce que les élèves doivent apprendre. Deuxième argument, les programmes sont construits de façon indépendante de ce que les élèves peuvent apprendre. Ces programmes, ils sont créés par des comités avec des universitaires et autres, mais qui ne se posent pas la question de ce que l'élève peut apprendre, mais qui se posent plutôt la question de qu'est-ce qu'on voudrait que les élèves maîtrisent à un certain moment. Donc, on est quelque part en théorie. Et ça, on voit bien parce qu'il y a des chercheurs en sciences cognitives qui se sont penchés sur les programmes, qui ont analysé le nombre de nouveaux vocabulaires qui est introduit, donc ils ont fait ça sur les programmes de 6e et de 5e, et ils ont vu qu'on était globalement à 2 fois plus que ce qu'un cerveau standard d'un élève de 5e est capable d'assimiler. Donc par construction, en fait, ça ne rentre pas dans le cerveau des élèves. Donc entre le cerveau des élèves et le programme, qu'est-ce qui est le plus réel et qu'est-ce qui te bloque le plus? C'est bien le cerveau et ce n'est pas les programmes. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on arrive tous à travailler avec ces programmes qui sont manifestement trop lourds? Eh bien, c'est parce qu'on est dans l'enseignement simultané. Dans l'enseignement simultané, on part du principe que ce dont le prof parle, c'est ce que les élèves vont apprendre. Donc, on va se focaliser sur qu'est-ce que le prof doit faire, qu'est-ce que le prof doit dire. Et c'est pour ça qu'on a un outil qui décrit ce que le prof doit faire, l'activité prof, c'est ça, les programmes. C'est un outil de l'enseignement simultané. Et on voit bien parce qu'en enseignement simultané, on pilote à l'activité. Ce qui compte, c'est ce que les élèves font. Et on voit bien que dans les programmes, on trouve des exemples de ce que le prof doit faire aux élèves. Donc, on est vraiment sur un outil de l'enseignement simultané. Donc, en fait, quand tu dis « mais j'ai pas le temps de finir le programme », tu as bien raison. C'est bien à toi de finir le programme parce que le programme, c'est quelque chose qui concerne le prof. Et d'ailleurs, on le voit bien, on a tous eu, soit en tant qu'élève, soit en tant que prof, un de ces profs qui nous donne plein de polis à la fin de l'année pour finir le programme parce que lui a besoin de finir le programme. Donc lui, c'est bon, il a fini son programme et nous, en tant qu'élève, on a juste plein de polis et puis pas grand-chose dans la tête. Et donc avec tout ça, tu vois que c'est très simple de finir le programme. Il suffit que toi, prof, tu fasses ce qui est écrit dans le programme. Donc s'il y a des activités, ça peut te prendre quelques semaines. Mais en gros, c'est assez facile de finir le programme en 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Tu lis le programme et à chaque fois qu'on te demande de faire une activité, tu la fais faire aux élèves. J'ai un collègue comme ça, il finissait le programme en 1 trimestre. Comme ça, au moins, il était tranquille pendant 2 trimestres pour faire de la science et de la vraie science aux élèves. Et là, ce que je propose, normalement, ça te gêne un peu. Pourquoi? Parce qu'on touche du doigt une contradiction de l'école, c'est-à-dire qu'on est tous dans le paradigme de l'enseignement simultané, mais comme on sait tous que l'enseignement simultané, ça ne marche pas, puisqu'on est tous en classe, on a tous vu que ça ne fonctionnait pas, on s'adapte un peu et on dit, mais le programme, ce qui compte, c'est aussi pour les élèves et on fait un truc un peu mitigé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir le rythme pour que le gros du programme corresponde au gros du groupe classe. Et c'est là que les galères commencent. Pourquoi? Parce qu'on utilise un outil prof pour piloter l'activité des élèves. Et donc, comme l'outil n'est pas adapté, ça crée plein de problèmes. Si tu veux piloter en fonction de ce que tes élèves maîtrisent, c'est-à-dire sortir de l'enseignement simultané et piloter à l'évaluation, il va te falloir un outil qui est centré sur les élèves. Qu'est-ce que les élèves maîtrisent ou pas? Cet outil, c'est le curriculum. Pour faire simple, le programme, c'est ce dont le prof doit parler. Le curriculum, c'est ce que les élèves doivent maîtriser.
Alors bien sûr, il y a un lien entre les deux, mais c'est pas direct. On voit déjà que quand on a vu que le programme était trop lourd, le curriculum est forcément plus petit. Mais le curriculum est aussi un peu plus gros parce que dans le programme, il y a plein de choses que tes élèves doivent apprendre et qui en fait ne sont pas écrites dans le programme. Par exemple, s'organiser dans son travail, savoir faire ses devoirs. Tout ça, c'est des choses dont les élèves ont vraiment besoin, mais donc qui doivent être dans le curriculum, mais qui ne sont pas dans le programme. Autre exemple, écrire un brouillon. Il est indispensable si on veut structurer sa pensée à l'écrit de savoir écrire un brouillon. Mais rares sont les programmes qui disent que le prof doit parler de brouillon. Pourquoi? Parce que le brouillon, c'est un outil élève et le programme, c'est un outil prof. Alors que le curriculum, qui est un outil élève, on va justement donner aux élèves, apprendre aux élèves à utiliser ces outils que eux vont pouvoir utiliser pour apprendre. Alors, ce que je te propose dans la suite de cette vidéo, c'est une méthode pas à pas pour écrire ton curriculum. Pour t'aider, je t'ai mis en description le lien vers une fiche méthode, donc c'est un template que tu as juste à remplir pour bien respecter chacune de ces étapes. Alors un curriculum, c'est quoi? C'est un ensemble d'objectifs d'apprentissage. Attention à pas des objectifs pédagogiques, ça c'est ce que le prof vise, mais des objectifs d'apprentissage, ce que l'élève a appris. Et on peut très bien ne pas faire court, mais que l'objectif d'apprentissage soit déjà rempli pour certains élèves, puisqu'il y a des élèves, ils arrivent, en fait, ils savent déjà faire. Donc c'est pas ce qui compte, c'est pas ce qu'on a fait, c'est bien ce que les élèves maîtrisent. Alors, petit warning, parce que je sais ce que vous allez mettre en commentaire, oui, ça fonctionne dans toutes les disciplines. En fait, à chaque fois que tu veux que tes élèves maîtrisent quelque chose, il y a cette logique de curriculum et d'objectifs d'apprentissage. Alors, bien sûr, moi, je viens de la physique-chimie, donc je vais te donner beaucoup d'exemples qui viennent de la physique-chimie, puisque c'est ceux que j'ai le plus testés en classe. Mais j'ai accompagné des enseignants dans toutes les disciplines à mettre en place ce curriculum. Oui, y compris en lettres, oui, y compris en LVE et oui, y compris en EPS. Donc le curriculum, c'est un ensemble d'objectifs d'apprentissage. Mais comment trouver ces objectifs d'apprentissage et comment faire pour qu'ils soient vraiment efficaces? La première étape, c'est le brainstorming. On va se poser tout simplement la question, qu'est-ce que je veux que mes élèves maîtrisent à la fin de l'année? Et on va écrire. Je te conseille de mettre un minuteur, environ sur 10 minutes, pour être sûr de ne pas aller trop loin, puisqu'on a vu le curriculum, il va être beaucoup plus réduit que ce dont tu as l'habitude. Ça ne sert à rien de faire un brainstorming pendant une demi-heure, parce qu'après, tu vas devoir trop élaguer. Donc, mets-toi un minuteur et pendant 10 minutes, tu te demandes, ok, quelles sont toutes les choses que mes élèves doivent maîtriser à la fin de l'année? Attention, ne pars pas du BO, pas du programme, puisque sinon, tu vas être pollué par ce dont tu dois parler. Non. Pars vraiment de tes élèves, surtout si tu enseignes depuis longtemps, parce que ton BO, tu le connais déjà par cœur, tu n'en as pas besoin. Rassure-toi, à la fin, on vérifiera qu'on est bien aligné avec le BO. Mais on finira par ça, on ne va pas commencer par ça. Donc tu pars de tes élèves, c'est un outil élève, on parle des élèves. Quelles sont les choses que les élèves maîtrisent mal? Tu sais, tous ces trucs où tu dis, ah, mais vraiment, ils n'y arrivent pas, les erreurs communes, les choses que tu vois tout le temps. Ça, probablement, ça va être des objectifs d'apprentissage. Tu peux aussi regarder si tu as fait des fiches méthodes. Si à un moment, tu as eu besoin de faire une fiche méthode pour expliquer quelque chose, c'est que les élèves n'y arrivaient pas, c'est que tu avais besoin de leur apprendre. Probablement, c'est un objectif d'apprentissage. Donc, reprends les activités que tu donnes à tes élèves et demande-toi, ok, qu'est-ce que les élèves doivent maîtriser pour réussir cette activité? Si jamais tu es dans une classe à examen, pars non pas de tes activités, mais pars des annales. Quelles sont les choses que les élèves doivent maîtriser pour réussir ces sujets? Et tu as vu, je suis vague, c'est les choses, donc mets vraiment les mots comme tu le sens, les choses que les élèves doivent maîtriser à la fin de l'année, vraiment ce qui est indispensable. N'oublie pas non plus de regarder ce qui va se passer après. Si par exemple tu fais ton curriculum de 4e, il faut qu'ils maîtrisent vraiment les choses importantes pour la 3e. On est dans une logique de continuité, donc qu'est-ce qui est important à la fin de l'année pour l'année d'après. Donc tu vas avoir une liste de pas mal d'objectifs d'apprentissage. Globalement, ils vont se mettre en 3 catégories. Les objectifs disciplinaires, ceux qui correspondent à ta matière, les objectifs pluridisciplinaires, donc qui vont correspondre à plusieurs disciplines, par exemple maths physique ou français LVE ou français histoire géo. Et puis tu vas avoir des objectifs dits transversaux où tu vas avoir des objectifs qui vont correspondre à toutes les disciplines, typiquement celui dont on a parlé, s'organiser dans son travail. Maintenant que tu as une belle liste d'objectifs, il est temps de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire décider pour chacun des objectifs quel niveau d'évaluation tu vas mettre en face. Les niveaux d'évaluation, je te rappelle, ils sont de 3, savoir, savoir-faire, compétences. Si tu n'es pas encore tout à fait au clair avec ça, notamment avec les bases de l'ingénierie pédagogique, je te laisse aller voir cette vidéo où je t'explique tout ça. Et donc pour chacun des objectifs, tu vas te demander si tu vas l'évaluer au niveau des savoirs, au niveau des savoir-faire ou au niveau des compétences. Bien sûr, un seul objectif peut être évalué à plusieurs niveaux différents. Je te donne l'exemple d'un objectif d'apprentissage qui est présent dans
tous les curriculums, c'est-à-dire mobiliser les savoirs du cours. Et bien là, tu vas pouvoir l'évaluer au niveau des savoirs, c'est-à-dire poser des questions de cours pour savoir si l'élève connaît son cours, mais aussi tu vas pouvoir l'évaluer au niveau des compétences, c'est-à-dire regarder si dans une tâche complexe, l'élève est capable de mobiliser à bon escient le vocabulaire du cours. Donc, mobiliser et maîtriser le vocabulaire du cours, ça va être évalué au niveau des savoirs et des compétences. Si dans ta discipline, il y a du passage à l'écrit et qu'il est important, eh bien, tu vas avoir un autre objectif d'apprentissage qui est très courant, qui est justement écrire un brouillon. Là, on voit que sur les savoirs, c'est pas forcément intéressant d'avoir toute la théorie de la construction du brouillon, mais tu vois que tu peux éventuellement l'évaluer au niveau des savoir-faire, donc créer une banque d'exemplaires sur des brouillons, et puis surtout au niveau des compétences, c'est-à-dire que sur une tâche complexe, un DST, une dissertation, l'élève va être capable de construire un brouillon en respectant la méthodologie que tu vas leur donner. Sur un exemple différent, par exemple, déterminer un quotient de réaction, donc là on est sur un chapitre de terminale en physique-chimie. Je vais bien sûr avoir là des savoirs, je vais vouloir que l'élève connaisse la définition du coefficient de réaction, de ce que c'est qu'une activité, de toute la thermodynamique qu'il y a derrière, ok ? Mais je vais aussi vouloir qu'il sache mesurer un coefficient, calculer un quotient de réaction. Mais je n'ai pas forcément besoin qu'il aille savoir le faire dans une tâche complexe avec un TP, etc. J'ai juste besoin qu'il résolve un exercice simple où on lui demande de calculer le quotient de réaction. Donc là, je vais plutôt l'évaluer au niveau des savoirs et des savoir-faire. Et je vais m'arrêter là, c'est-à-dire que je vais juste avoir une banque. Quand tu as fait ça, tu regardes tes objectifs. Tous ceux, il y a écrit évaluer les savoirs, tu te rappelles. Les savoirs, ça s'évalue par QCM. Donc, il va y avoir des QCM à construire. Si tu n'es pas encore au point sur comment construire des QCM qui font apprendre les élèves, je te laisse aller voir cette vidéo, je t'explique tout dans le détail. Ensuite, tu regardes les objectifs qui ont besoin d'être évalués au niveau des savoir-faire. J'irai même jusqu'aux automatismes, c'est-à-dire ce moment où tu veux que l'élève soit capable de le faire sans trop réfléchir. Ce travail-là, il se fait sur des banques d'exemplaires et des interrubriques. Si tu n'es pas encore au point, je te parle de tout ça dans cette vidéo-là. Nous, ce qui nous intéresse pour le curriculum, c'est le troisième type d'objectif d'apprentissage, c'est-à-dire ceux qui vont être évalués au niveau des compétences. Donc, je te rappelle, une compétence, c'est-à-dire que l'élève va être capable de mobiliser les savoirs et les savoir-faire à bon escient dans des contextes nouveaux. Et ce qui est important aussi pour une compétence, c'est que ce contexte nouveau, il varie. Donc, en fait, chaque objectif d'apprentissage va pouvoir être évalué jusqu'à 3 fois sur 3 contextes différents. Bien, tu as gardé tes objectifs qui correspondent à l'évaluation par compétence. Et étant de passer à la troisième étape, faire un tri. On va commencer le tri et on va commencer par vérifier que les objectifs ne sont pas trop petits. Déjà, il y a 2 objectifs d'apprentissage que tu vas probablement garder, en tout cas que je te conseille très fortement de garder. Le premier, c'est mobiliser le savoir du cours. D'accord ? Celui-là, il va être présent dans toutes les disciplines où on va pouvoir faire apprendre des choses puisque ça a à voir avec la mémoire sémantique. Et le deuxième, c'est si tu demandes aux élèves un passage à l'écrit, alors c'est important de leur apprendre à écrire un brouillon. Donc, mobiliser les savoirs du cours et écrire un brouillon sont un petit peu les 2 objectifs d'apprentissage non optionnels que tu vas avoir sur ton curriculum. La première solution pour vérifier que tu n'aies pas des objectifs trop petits, c'est de limiter le nombre que tu vas en avoir. Alors, ce nombre, je l'ai fixé de façon complètement empirique, mais bon, ça fonctionne en classe, donc c'est un nombre que je continue à donner, à 4 objectifs par heure hebdomadaire de classe. Attention, 4 objectifs sur l'année. Concrètement, si tu as tes élèves 3 heures par semaine, eh bien, ça veut dire que tu peux avoir 3 x 4, soit 12 objectifs d'apprentissage sur l'année. Le cerveau de tes très bons élèves ne va pas être capable d'aller au-dessus. Donc, ça ne sert à rien d'en évaluer plus. Donc, on est déjà à beaucoup, 4 fois par heure. Donc, ça ne sert à rien d'aller au-dessus. Donc, si tu as tes élèves qu'une heure, tu n'en auras que 4 sur l'année, 1h30, 6 sur l'année, 2h, 8 sur l'année, etc., etc. Et attention, j'insiste bien, c'est sur l'année. Si jamais tu as tes élèves, je ne sais pas, 6, 8, 10, 12 heures par semaine, ce qui peut arriver, tu ne vas pas pouvoir non plus multiplier le nombre d'objectifs à l'infini, puisqu'il y a un phénomène de saturation. Donc, moi, je te conseille très fortement de te limiter à 20. Si tu débutes dans cette pratique-là, même limite-toi à 15. Moins tu as d'objectifs d'apprentissage, plus la mise en place du curriculum est facile pour toi et pour tes élèves. Donc, si à un moment tu hésites à en mettre ou pas, mets pas. Il vaut mieux avoir un curriculum plus petit, mais qui est utilisable et utilisé en classe, qu'un curriculum trop gros, qui du coup fait des usines à casse, tu vois, tout ça que tu as peut-être déjà testé et qui au final, on l'abandonne très vite. Tu te rappelles, on a dit que chaque objectif d'apprentissage correspondait à une compétence qui allait être validée sur au minimum 3 contextes différents. Sachant que si les élèves se trompent, du coup, il va falloir donner un autre contexte pour qu'ils puissent réessayer. Donc, par définition, il est important que les élèves puissent valider
ces objectifs d'apprentissage sur plein de contextes tout au long de l'année. Donc, le critère qui va être de faire un choix, c'est est-ce que cet objectif d'apprentissage est mobilisable sur environ 40% des activités de l'année. Et si on prend les deux exemples que je t'ai donnés, c'est-à-dire mobiliser les savoirs et le vocabulaire du cours, on voit qu'il est mobilisable sur quasiment 100% des activités que les élèves vont faire. Et l'objectif d'apprentissage sur le brouillon, apprendre à faire un brouillon, on voit qu'il est mobilisable sur, à chaque fois qu'on demande aux élèves de passer à l'écrit et de faire un écrit structuré, ce qui arrive largement dans plus de 40% des choses qu'on demande à faire aux élèves. Petite astuce, si jamais il y a un objectif disciplinaire hyper important pour l'année d'après, mais qui ne fait pas 40%, on peut faire une dérogation à cette règle. L'exemple que moi je donne, c'est par exemple la quantité de matière en seconde. C'est une petite portion du programme, mais je sais que si mes élèves ne maîtrisent pas ça, ils ne vont pas y arriver en première. Donc, je le mets dans le curriculum, les quantités de matière, mais je vais faire gonfler cette partie du programme pour qu'elle arrive au minimum à 25%. C'est-à-dire que sur 25% des activités, l'élève puisse valider cet objectif d'apprentissage quantité de matière. Donc concrètement, je vais rajouter des quantités de matière un peu partout. Et il est maintenant temps de passer à la 4e étape, c'est-à-dire qu'on continue le tri, mais cette fois-ci, on va regarder si les objectifs ne sont pas par hasard trop gros. Oui, comme je dis, de limiter ton nombre d'objectifs, peut-être que tu as essayé de les regrouper et de mettre des objectifs ensemble, ce qui fait des espèces d'énormes objectifs d'apprentissage. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé, par exemple, sur résoudre un exercice qualitatif. J'avais marqué ça comme objectif d'apprentissage, je veux que mes élèves sachent résoudre un exercice qualitatif. Sauf que je me suis rendu compte lorsque les élèves m'ont rendu leurs exercices que je ne savais pas comment faire pour valider ou pas cet objectif d'apprentissage. Parce que mon objectif était trop gros. Donc une façon de s'assurer que l'objectif n'est pas trop gros, c'est de faire en amont, de se demander quels sont mes critères pour que l'élève puisse valider cet objectif d'apprentissage. Et ces critères, on va les donner aux élèves, ce qui va permettre aux élèves de voir ce qu'ils doivent apprendre pour valider cet objectif et de faire rentrer les élèves dans cette dynamique d'apprentissage. C'est ce qui est à la base du contrat didactique. Je n'évalue que ce que je peux enseigner et je ne peux enseigner que ce que je peux expliciter. Donc, si tu veux que tes élèves maîtrisent quelque chose, es-tu capable de l'expliciter? Le contre-exemple très courant qu'on a vu beaucoup arriver sur les évaluations par compétence, c'est la compétence raisonner. Ça veut dire quoi, raisonner? On voit que je ne suis pas capable de donner des critères qui sont indépendants du sujet. C'est comme extraire une information. Extraire une information, comment je vais savoir que l'information est pertinente? Alors, je peux dire à l'élève, dans ce document, c'est l'information pertinente, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas un critère décontextualisé. Quand il aura un document nouveau, l'élève, comment il va faire pour trouver l'information pertinente? Donc, pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans ces impasses, on va définir sur chacun des objectifs d'apprentissage des critères de réussite ou des critères de validation. Quelques petites règles sur ces critères. Tout objectif s'appuie sur des connaissances. Oui, y compris les objectifs correspondant aux compétences transversales ou compétences psychosociales. S'organiser dans son travail, il y a une théorie. Comment est-ce que ça marche quand on veut s'organiser dans son travail? S'organiser en groupe, mais comment ça marche le travail en groupe? Comment ça s'instrumente? Quels outils j'ai à ma disposition si ça se passe mal, etc. Et même avoir de l'empathie. On sait aujourd'hui comment l'empathie se construit et donc il y a des connaissances à avoir sur l'empathie si tu veux développer l'empathie chez tes élèves. Deuxième chose, ces critères doivent être observables. Je dois dire, est-ce que je le vois ou pas? Ce qui compte, c'est pas ce que l'élève a dans la tête, c'est ce qu'il est capable de produire et que ça doit pouvoir être observé par un observateur extérieur, toi ou un autre élève si tu fais de l'évaluation croisée. Et dernière chose, ces critères doivent être binaires. D'accord? C'est soit oui, ils sont là, donc l'objectif est validé, soit non, ils ne sont pas là, donc l'objectif n'est pas validé. Il n'y a pas de en cours d'acquisition, ce genre de choses. Si ça te semble bizarre ce que je te raconte, n'hésite pas à aller voir cette vidéo dans laquelle je t'explique justement pourquoi on ne peut pas faire des critères avec 4 paliers sur une seule tâche. Si tu es coincé sur des objectifs où tu n'arrives pas à définir ces critères, plusieurs pistes. Déjà, tu peux le scinder en deux, peut-être qu'en fait il est trop gros et donc on va le dissocier en deux parties. Ou tu peux faire un objectif non pas sur ce que tu veux que l'élève maîtrise, au final, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, lire des livres, mais sur un outil qui va lui permettre d'avoir ça. Donc, par exemple, plutôt que de valider l'élève a lu des livres, on va pouvoir valider l'objectif d'apprentissage. L'élève a mis en place un livret de lecteur, puisque le livret de lecteur, il est observable et on va pouvoir le valider de façon binaire. Et on sait aussi ce qu'on fait quand, à la place du fameux extraire l'information ou s'approprier, on va mettre l'objectif d'apprentissage, écrire un brouillon.
Et tu sais que tu es dans la bonne voie et que ton objectif d'apprentissage il va pouvoir être validé quand tu peux réussir à faire une vidéo qui explique à l'élève concrètement comment faire pour valider cet objectif d'apprentissage. Là, je vais te donner un exemple. Tu peux aller voir cette vidéo-là où j'explique aux élèves comment valider ce fameux objectif d'apprentissage, écrire un brouillon. Bien sûr, on est en physique-chimie, tous les brouillons de toutes les disciplines ne s'écrivent pas de la même façon. Enfin, dernière chose que tu peux faire, si c'est vraiment trop contextualisé et que tu n'arrives pas à dissocier l'objectif du contexte dans lequel il va être donné, c'est que probablement en fait c'est un savoir-faire et pas une compétence et que donc tu vas plutôt pouvoir l'évaluer par une banque d'exemplaires et une interrubrique. On arrive enfin à la dernière étape, la cinquième, qui est la mise en forme de la grille. Tu vas reprendre tes objectifs, vérifier que tu as bien le bon nombre, et tu vas les classer en 3 catégories. Les objectifs disciplinaires, c'est-à-dire ceux que tu vas pouvoir évaluer dans ta discipline uniquement. Les objectifs pluridisciplinaires, que tu vas pouvoir évaluer à la fois dans ta discipline, mais une autre aussi. Par exemple, moi je sais que j'ai des objectifs physique, SVT ou physique, maths. Et enfin, les objectifs transversaux, c'est-à-dire ceux que tu vas pouvoir évaluer dans toutes les disciplines. On a parlé de s'organiser dans son travail, avoir de l'empathie, s'organiser en groupe, ce genre de choses. Moi, j'aime bien avoir un curriculum bien réparti, c'est-à-dire qu'il y a environ un tiers, mais ça fait plusieurs années que je suis en classe adaptative et avec cette logique de curriculum, donc mon curriculum, il a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. D'expérience, je sais que c'est beaucoup plus facile de commencer avec un curriculum avec beaucoup plus de disciplinaires, quitte à le faire évoluer comme moi au fur et à mesure des années. Sur chacun des objectifs, tu indiques à l'élève s'il peut le valider uniquement dans ta discipline ou dans une autre discipline. T'en fais un joli document que tu peux donner aux élèves dès le début de l'année. Et voilà, tu viens de créer ton curriculum. Et la bonne nouvelle, c'est que ce nouvel outil que tu viens de créer, c'est vraiment ton premier pas vers ton changement de forme scolaire et notamment vers la classe adaptative. En effet, en enseignement simultané, le prof pilote à l'activité. On se demande qu'est-ce que je vais faire aux élèves. Alors qu'en classe adaptative, on pilote à l'apprentissage et donc à l'évaluation. Qu'est-ce que chacun de mes élèves maîtrise ou pas? Et pour savoir ce qu'ils maîtrisent ou pas, il faut savoir ce que tu vas évaluer et ça, c'est le curriculum. Étape d'après, une fois que tu as ce curriculum, c'est de mettre en place un écosystème d'apprentissage dans lequel les élèves eux-mêmes pourront aller faire ce qu'il faut pour aller apprendre chacun de ces objectifs. Pour cela, les élèves vont passer par les 3 étapes de l'apprentissage et je t'explique tout ça dans cette vidéo. Tu vas trouver des informations pour sortir de l'enseignement simultané qui est centré sur le prof et aller vers un système qui est centré sur l'élève, comme par exemple la classe adaptative.